Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir, on est toujours dans la dynamique de groupe, mais on va travailler sur le rôle et la structure des groupes. Alors, à une occasion, Shakespeare a dit « Le monde entier est un théâtre, et tous les hommes et les femmes seulement des acteurs ». En utilisant la même métaphore, on peut dire que tous les membres d'un groupe sont des acteurs et que chacun joue un rôle. Par ce terme, nous entendons l'ensemble des modèles de conduite espérés de quelqu'un qui occupe une certaine position dans une unité sociale. Connaître le comportement relatif au rôle simplifierait beaucoup la vie de groupe si chacun des membres jouait son rôle de manière régulière et constante. Malheureusement, il nous est demandé de jouer plusieurs rôles au travail comme à l'extérieur du travail. Il faut donc comprendre le rôle qu'on doit jouer dans un moment précis. Ce qui doit être clair, c'est que tous, nous jouons plusieurs rôles et notre comportement dépend de celui que nous sommes en train de jouer à un moment déterminé. Le comportement que nous avons avec nos collègues est différent de celui observé avec nos enfants durant un même jour. Nous jouons de manière distincte le rôle d'étudiant, d'époux, de voisins, etc. Cependant, le comportement doit rester cohérent. Nous allons déjà essayer de voir qu'est-ce que l'identité du rôle. Alors, certaines attitudes et conduites sont compatibles avec un rôle. Ce sont elles qui produisent l'identité du rôle. Les personnes ont la capacité de changer les rôles rapidement quand elles se rendent compte que la situation et ses exigences demandent des changements radicaux. Quand la situation est plus floue et le rôle qu'elle requiert n'est pas clair, souvent les personnes reviennent à leur identité de rôle antérieur. Une étude sur les réunions a montré que même si les individus ont quitté l'école depuis 5, 10, 20 ans, voire plus, ils reprennent les anciens rôles. Les plus brillants observent leurs anciens rôles à la perfection. Alors, l'idée de comment quelqu'un doit se comporter dans une situation déterminée est ce qu'on appelle la perception du rôle. Nous adoptons un certain type de conduite en nous basant sur une interprétation de la manière dont nous devons le faire. D'où viennent ces perceptions? Alors, de notre environnement, c'est-à-dire nos amis, les livres, les films, la télévision. Beaucoup de professionnels regardent des émissions et des programmes parce qu'ils leur permettent d'observer un expert à l'action et apprendre à se conduire. Les expectatives de rôle se définissent par le fait de comment les autres pensent qu'un individu doit se comporter dans une situation donnée. Dans une large mesure, le comportement de l'individu dépend du rôle défini par rapport au contexte où il se trouve. Quand les expectatives du rôle se trouvent compartimentées de manière rigide, nous avons ce qui est appelé les stéréotypes du rôle. Dans le milieu de travail, il faut analyser les expectatives de rôle. Il existe une convention bien sûr entre guillemets, non écrite entre les employés et les employeurs. Ce contrat moral établit des attentes mutuelles, celles que l'employeur attend de ses employés et inversement. Que se passe-t-il quand les attentes de rôle implicites du contrat moral ne sont pas accomplies? Si l'employeur ne respecte pas sa partie du contrat, il y aura des répercussions négatives sur le rendement et la satisfaction de l'employé. Et on aura des conflits de rôle. Quand l'individu se trouve confronté à des expectatives de rôle contradictoires, se produit le conflit de rôle. Le conflit se produit si l'individu se rend compte que quand il adopte un rôle, il ne peut réaliser un autre rôle en même temps. Dans certains cas, on peut trouver des situations où 2 ou 3 expectatives de rôle résultent mutuellement contradictoires. La structure et la dynamique du groupe, bien sûr, va aussi impacter tout cela. Alors, nous avons d'abord une structure mécaniste et organique. La structure globale d'une entreprise peut avoir 2 structures. Une structure mécaniste,
Elle se caractérise par une grande complexité, surtout à cause de la grande diversité horizontale, une grande formalisation, un réseau limité d'informations, souvent la communication est descendante dans ce cas, et la rare participation des employés au niveau de la hiérarchie. Ces structures sont rigides, comptent sur l'autorité et une hiérarchie bien définie afin de faciliter la coordination. On trouve aussi une structure organique, elle n'est pas très complexe et a peu de formalisme, a un réseau important d'informations, donc au moyen de la communication latérale, ascendante ou descendante, avec une forte participation dans la prise de décision. La structure organique est flexible et s'adapte aux circonstances. La coordination se fait par la communication et des ajustements constants. Alors, dans la réalité, l'entreprise ne peut être définie avec tant de précision. On peut alors proposer des formes structurelles spécifiques qui contiennent un peu de chacune des structures que nous venons de voir. On peut trouver par exemple une structure bureaucratique. Cette structure possède la plupart des caractéristiques du modèle mécaniste. Ou une structure adhocratique. Elle combine quasi toutes les caractéristiques du modèle organique. Le terme bureaucratique, pour de nombreuses personnes, a une connotation négative et est synonyme d'inefficience. Les multiples attributs qu'elle lui donne peuvent être formalité, application rigide des normes, répétition des travaux, etc. Alors, ce n'est pas ce que nous entendons par bureaucratie. Nous nous référons à une structure à qui le sociologue allemand Max Weber attribue les caractéristiques suivantes. Premièrement, dans cette structure, il y a une division du travail. Le travail de chaque personne est divisé en tâches routinières et bien définies. Deuxièmement, il y a une hiérarchie bien définie. C'est une structure formelle de niveaux multiples avec une hiérarchie de poste. Les travaux se font sous la supervision d'un employé de rang supérieur. Il y a aussi donc une grande formalisation. Pour garantir l'uniformité de la régularité du comportement des employés, il existe une rigueur quant au respect des règles et des procédés formels. Il y a aussi la nature impersonnelle. Les sanctions sont appliquées de manière uniformelle et impersonnelle afin d'éviter de prendre en considération la personnalité des individus et les préférences personnelles. On y trouve aussi des décisions basées sur le mérite. Les décisions de promotion et la sélection sont basées sur les qualités techniques et les compétences du candidat. On va y observer également la possibilité de gérer sa carrière. Les employés doivent avoir une carrière à l'intérieur de l'entreprise. En échange de ce compromis professionnel, ils ont un emploi permanent, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas leur emploi quand ils ne sont plus aussi efficients et que leurs compétences sont obsolètes. On y observe aussi la séparation entre le travail et la vie personnelle. Alors, pour éviter que la vie personnelle n'interfère dans la conduite interpersonnelle et rationnelle attendue dans l'organisation, ces deux sphères restent totalement séparées. Si les employés sont très professionnels et ont une spécialité maîtrisée, la bureaucratie sera décentralisée. Dans le sens contraire, elle sera centralisée. Ce qu'est la bureaucratie pour la forme mécaniste, l'est adhocratie pour la forme organique. Le vocable adhocratie désigne n'importe quelle structure essentiellement flexible, ajustable et organisée. Les adhocraties se caractérisent par une complexité faible et modérée, de peu de formalisation et une prise de décision décentralisée. L'adhocratie peut être un groupe qui a un projet temporal, un groupe de travail ou encore un comité. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'une structure simple. Alors, qu'ont en commun une entreprise d'électronique dirigée par un entrepreneur très exigeant et le bureau de campagne d'un maire dans une ville? Ils ont certainement une structure simple. Les structures simples se caractérisent principalement par ce qu'elles ne sont pas plus que ce qu'elles sont. Elles ne sont pas complexes, ont peu de formalisation et l'autorité est centralisée
autour d'une seule personne. En général, elles sont plus organiques que mécanistes. Et observons maintenant la structure fonctionnelle. Donc, la caractéristique distinctive de cette structure consiste dans le regroupement des spécialités semblables et en affinité. Des activités comme les techniques de marché, le marketing, la comptabilité, la production peuvent être regroupées et dirigées par un directeur fonctionnel qui en réfère à ses chefs hiérarchiques ou aux instances centrales. Puis nous allons voir la structure par produit. Le principal avantage de cette structure est la responsabilité. Le responsable du produit est responsable de toutes les facettes relatives au produit. Au lieu d'avoir un responsable de mercatique qui supervise 15 chaînes de produits, chaque chaîne, chaque structure de produit aura son propre responsable avec une responsabilité absolue de commercialiser le produit de son département ou de sa structure. On peut trouver également donc des structures matricielles. Une des dernières innovations dans la structure organisationnelle est la structure matricielle. Elle combine les structures fonctionnelles et de produits. En théorie, elle profite des avantages des deux. Son avantage consiste à regrouper les spécialités par affinité qui permettent de réduire au maximum le nombre de personnel et à réunir et partager les ressources spécialisées dans les divers produits. L'inconvénient fondamental est la difficulté de coordination des tâches relatives aux spécialités fonctionnelles. Ces activités ne s'accomplissent pas dans les délais fixés qui sont souvent dépassés. Puis nous allons voir maintenant donc les relations intergroupales. Dans certaines entreprises, on trouve des personnels payés par heure et d'autres à la pièce travaillée. Ceci peut provoquer une disharmonie entre les travailleurs, surtout quand ces deux groupes ont un travail séquencé. Ceux payés à l'heure peuvent se sentir discriminés s'ils gagnent moins, ou l'inverse si le travailleur payé à la pièce ne produit pas suffisamment. En règle générale, ceux payés à la pièce ont tendance à travailler plus vite que les autres, et ceux payés à l'heure travaillent plus lentement parce que le salaire reste inchangé, quel que soit le rythme de travail. Cela peut provoquer donc un embouteillage sur les chaînes de production quand ces deux groupes y travaillent ensemble. Toutefois, les salaires diminuent pour ceux payés à la pièce quand il y a moins de travail à faire. Ces types de conflits sont très difficiles à résoudre. Il est conseillé aux entreprises de ne pas mélanger donc ces deux groupes. Le problème se pose aussi quand on les sépare en deux groupes qui travaillent par tranches horaires différentes. Le rendement d'un groupe sera différent de celui de l'autre groupe. On peut avancer trois types de conflits possibles donc pour ce dernier cas. Premier type de conflit, un employé du premier tour ne remplace pas un instrument défaillant au moment où il va finir son travail. Deuxième type de conflit, les employés du premier tour font la partie la plus facile et laissent la plus difficile aux employés du tour suivant. Et enfin, le troisième type de conflit, c'est que les employés du premier tour déconditionnent trop de matières premières. Quand ceux du premier tour arrivent, cette matière première risque d'être détériorée et parfois on pense que c'est le deuxième groupe qui est responsable du gaspillage ou de la mauvaise qualité. Donc je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo sur le stress au travail.